Très bien, bonjour à tous et bienvenue à cet atelier 2 du séminaire final locataire. Donc un atelier au cours duquel nous allons parler de la coordination de la demande pour approvisionner en offre locale un territoire. Donc nous sommes 4 partenaires du groupe locataire pour animer cet atelier. Jean-Luc Langlois, donc, du parc naturel régional du Vercors, qui sera notre témoin et qui nous permettra aussi d'illustrer une initiative au sein d'une trajectoire de territoire. On en a beaucoup parlé ce matin. Nous avons au bout de la table ici Catherine Hérault, qui est chercheure à l'ESA et qui sera finalement la personne qui va nous aider à prendre du recul suite au témoignage. Julie Christienne, donc au milieu, Christian, j'ai peut-être mal prononcé, donc du Grécat de Lille, qui elle aura le rôle de rapporteur et qui, si on a le temps en fin d'atelier, mais on a pris du retard, nous permettra de dégager les grandes idées forces qui vont ressortir de nos échanges. Et ces idées forces, on en a besoin pour encore alimenter le guide dont on a parlé ce matin, et puis surtout pour l'après-locataire, pour que ça serve à l'ensemble des élus, exploitants ou agents de développement qui sont à la recherche de pistes d'action. Donc le débat, comme je l'ai déjà dit, sera filmé et enregistré. Il n'y aura pas de restitution en plénière pour une question de temps. Pour la même raison, on ne va pas faire de tour de table, hein, ça serait beaucoup trop long. Mais je vous demanderai par contre de vous présenter lorsque vous interviendrez, sachant que vous avez la liste de tous les participants à la journée d'aujourd'hui dans les documents qui vous ont été remis. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez éteint vos portables, c'est parfait. Et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et tout d'abord, je vais me présenter et expliquer pourquoi il m'a été proposé aujourd'hui d'animer cet atelier. Donc, je suis responsable d'équipe diversification à la Chambre d'agriculture du Haut-Rhin, en Alsace. Et dans le cadre de mes missions, je suis amenée à accompagner des initiatives qui ont trait au sujet de l'atelier d'aujourd'hui. Donc, je vais donner très rapidement 2 petits exemples. Une première initiative, c'est l'approvisionnement en viande locale alsacienne de la restauration collective. C'est une société qui s'appelle Happy, qui est venue nous voir en nous disant « on veut des produits locaux dans nos menus, on veut se démarquer de nos concurrents de cette manière-là, donc aidez-nous notamment à trouver de la viande alsacienne ». Et là, bien sûr, on a été confrontés à plusieurs freins. La restauration collective souhaitait plutôt des morceaux à vent moins coûteux pour ses cantines. Et on a vu une opportunité avec une chaîne de magasins, les magasins U, qui, elles, cherchaient aussi du produit local, mais plutôt des morceaux nobles, des morceaux arrière. Donc on a essayé d'initier un partenariat entre ces magasins U et la société de restauration, qui pour l'instant est un petit peu freiné pour une question de coût, de tarif qui est trop élevé pour la restauration collective. Une deuxième initiative qui démarre là, ce sont 2 communautés de communes qui sont très sensibles aussi à la question de l'approvisionnement en produits locaux de leurs cantines et qui ambitionnent de répertorier la demande locale au niveau des cantines, que ce soit scolaire, que ce soit restauration d'entreprise, hospitalière, maison de retraite. L'idée étant ensuite de provoquer des commandes groupées pour que de manière assez concrète, hein, au lieu que l'agriculteur aille livrer 30 yaourts le lundi au périscolaire, 80 le lendemain à la maison de retraite et puis 200 le surlendemain à l'hôpital, l'agriculteur n'est qu'à se déplacer qu'une seule fois dans la semaine avec une quantité non négligeable de produits. Donc là, on en est au tout démarrage et on n'est pas encore au bout de nos peines. Donc maintenant, pour poursuivre et pour essayer de mieux cadrer cet atelier, je vais vous faire part de plusieurs questions clés qui sont ressorties lors de nos 3 années de travaux avec nos partenaires du groupe locataire. Des questions donc, qui vont surgir tout au long de l'atelier. Donc première question, comment sensibiliser les acteurs alimentaires pour les amener à faire évoluer leur approvisionnement ? Comment les amener à s'approvisionner plus localement? Et puis derrière cette question, comment les amener à bien planifier leurs demandes, hein? Nous, on rêverait d'un planning, d'un calendrier annuel d'approvisionnement. Et comment les amener à s'y tenir, à ce planning? Une deuxième grande question, comment organiser les commandes groupées à l'échelle d'un territoire? Et quel sera le territoire le plus opportun
Est-ce que c'est plutôt la communauté de communes, le pays? On se doute que les réponses seront très variables d'un contexte à l'autre. Une troisième grande question, comment mobiliser la demande d'un territoire autour d'une complémentarité de produits? C'est l'exemple de la viande avec les morceaux avant, morceaux arrière que je donnais tout à l'heure, qui est difficile à mettre en œuvre en circuit court. Autant avec un intermédiaire commercial, on peut y arriver, mais en circuit court, c'est vraiment pas évident. Donc il est temps maintenant de passer la parole à Jean-Luc Langlois, qui va donc nous présenter une initiative qui se passe dans le parc du Vercors. Bonjour à tous. Alors, je n'ai pas la prétention de répondre aux 3 questions qui ont été posées par Valérie. Elle l'a très bien dit tout à l'heure, je m'inscris comme un témoignage dans le cadre d'une trajectoire. Ça veut dire que si on parle de trajectoire, c'est qu'on est parti, mais on n'est pas arrivé. Donc je vais vous donner des exemples de démarrage d'action, d'initiative, mais en aucun cas un exemple d'action à suivre et avec des aboutissants sur lesquels on peut tirer des conclusions. Un petit exemple. D'abord, le parc du Vercors, c'est un massif préalpin de moyenne montagne, des agglomérations voisines, ce qui veut dire qu'on a des zones d'écoulement des produits pour les gens qui font de la vente directe qui sont facilitées. Une agriculture basée sur l'élevage avant tout, donc ça veut dire qu'on a des produits, comme ça a été évoqué ce matin, qui nécessitent de la transformation. Et sur ce territoire, une activité économique qui est le tourisme, ce qui explique derrière comment on a été amené à travailler. Et donc ça veut dire qu'on a une certaine habitude au niveau des producteurs de travailler et de fonctionner avec la vente directe. Et le démarrage, c'est une action en 2005, une action qui a consisté à travailler avec les centres de vacances sur la recomposition, la redéfinition des menus avec les grammages. Et la volonté des centres de vacances, en l'occurrence, c'était de s'approvisionner avec des produits locaux. Donc c'est ce qui a été le démarrage d'un programme qu'on a appelé Alimentation, Santé, Territoire et qui se poursuit toujours au jour d'aujourd'hui. Alors dans ce programme Alimentation, Santé, Territoire, de multiples actions, sachant que l'objectif c'était d'améliorer la qualité des repas dans la restauration collective en introduisant notamment des produits locaux ou bio. Et un deuxième objectif principal, c'était soutenir une agriculture par la recherche de valeur ajoutée, plutôt que de partir uniquement dans des grandes filières. Alors, quelles sont ces multiples actions? Ce sont la sensibilisation des habitants, c'est accompagnement des communes, puisqu'elles sont responsables des cantines, des centres de vacances. Il faut le savoir que nous avons encore 66 centres de vacances sur notre territoire et sur 4 cantons, on a fait une étude de marché, on avait 900 000 repas jour qui étaient distribués par an, plus de la moitié par les centres de vacances. Quand on parle de centres de vacances, ce ne sont pas uniquement des centres de vacances famille, ce sont aussi beaucoup des centres de vacances qui accueillent des classes neige ou des classes vertes. Bon, des fois des classes neige qui se transforment en classes vertes, mais l'objectif c'est de recevoir des classes en grande partie, ce qui explique qu'il y a tout le volet pédagogique en la matière. Également la restauration touristique, donc les hébergements, les restaurations, les restaurants, toutes les actions de communication, d'outils pédagogiques, la formation des cuisiniers, l'organisation de l'approvisionnement et l'accompagnement des producteurs. Donc c'est un programme assez vaste. Alors, ce qui veut dire qu'on a eu droit à organiser des études, exemple l'étude de marché, et beaucoup d'écueils à éviter. Le premier écueil, ça a été de faire en sorte à ne pas casser ce qui existe, puisqu'il y a une tradition, il y a des relations directes qui s'opèrent. Eh bien, il ne faudrait pas que dans le cadre d'un programme d'ampleur, on démolisse tout ce qui existe. Alors, dans cette coordination de la demande, je vais présenter un petit peu 2 illustrations au niveau des centres de vacances. Quand je vous parlais de 2005, donc ça a donné lieu, cette action, à la recherche de produits de la part des centres de vacances, en passant par cette formation sur la composition des menus. Ça a donné lieu à l'établissement d'une liste de producteurs qui ont été remis au centre de vacances. Et au bout du compte, on a eu essentiellement des relations bilatérales entre les producteurs et les centres de vacances. Mais rien de structuré, rien d'organisé. Et depuis, plus récemment, on a eu une initiative de quelques centres de vacances
qui se sont réunis pour réfléchir à leur approvisionnement et qui ont réussi à avoir des commandes groupées de produits, je dirais, plus de produits secs, bio mais non locaux, en interpellant une plateforme ou une entreprise d'approvisionnement privée. Voilà seulement depuis 2005 les choses concrètes qui ont pu se manifester. Donc ce qui veut dire que c'est difficile de vouloir coordonner la demande. Donc les gens qui sont déçus peuvent des fois partir parce qu'ils s'attendaient à trouver autre chose, je suis désolé. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que créer une plateforme n'a pas été la solution, puisque à la suite de l'étude de marché, on avait dans l'idée de créer une plateforme, on a fait une étude de faisabilité pour créer une plateforme, et on n'a pas créé de plateforme, parce que l'étude a donné comme conclusion, comme quoi ce n'était pas la peine de créer une plateforme, on allait plutôt démolir ce qui pouvait exister, on avait plein de plateformes qui étaient créées ou en cours de création sur notre pourtour du territoire. Et la conclusion, c'est surtout d'accompagner les familles d'acteurs qui s'impliquent et qui ont la volonté de s'approvisionner localement. Alors on a une tentative en cours, suite à enquête auprès d'une dizaine de centres de vacances, où on a établi avec eux une liste des producteurs locaux qui les fournissaient. Donc ça a suscité déjà une demande d'autres produits, parce que bien sûr ils ne trouvaient pas à leur guise tous les produits qu'ils souhaitaient. À la suite de ça, on est allé faire une enquête auprès des producteurs locaux qui les fournissaient. Et là, on s'est rendu compte que les langages n'étaient pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que les centres de vacances affirmaient qu'ils s'approvisionnaient en viande chez un tel, et on aurait pu les entendre croire qu'ils s'approvisionnaient régulièrement. Et quand on interrogeait les producteurs ou les fournisseurs cités, eh bien, eux disaient « Ah ouais, ils s'approvisionnent de temps en temps chez nous ». Donc, ce qui veut dire que toutes ces relations étaient quelque peu fragiles et que leur appréciation était quand même bien différente. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin de travailler à conforter ces relations, à les sécuriser, à quelque part essayer de trouver une contractualisation, même si ce n'est pas forcément par un contrat écrit. Et après, à la suite de ça, on a travaillé à la mise en relation des centres chez qui on avait fait cette enquête avec une coopérative laitière. Mais là, ce n'est pas si simple. Ça veut dire qu'il faut qu'on voit quels sont les types de produits qu'ils seraient prêts à prendre. Donc ça rejoint la question posée par Valérie. Ensuite, qu'on voit dans quelle mesure la coopérative peut fournir, avec quel conditionnement, parce que l'effet conditionnement des produits est important. Et ensuite, quel prix pourra faire la coopérative selon quel volume. Donc tout ça, ça veut dire que ça prend du temps, ça ne va pas vite. Alors quels enseignements en tirer de nos modestes expériences? Par rapport aux questions soulevées dans le cadre du programme concernant la sensibilisation. Donc nous avons eu l'intérêt d'avoir des actions communes, c'est-à-dire formation, échange entre les demandeurs, ce qui nous a permis de les réunir et quelque part d'avoir réussi à obtenir quelques objectifs partagés. C'est-à-dire quand on parle d'avoir des produits locaux, que ce ne soit pas des choses qui soient que ponctuelles, mais qu'on essaye d'aller vers quelque chose de régulier. Quand on parle de langage commun, ça veut dire déjà qu'on s'entende, par exemple, sur les produits locaux. Le local, ça va jusqu'où? Quand on veut jouer la carte parc, et on a une marque parc sur les centres de vacances, eh bien, ça veut dire peut-être les produits locaux, mais du territoire parc. Par contre, si on ne joue pas cette carte-là, ça veut dire qu'on est prêt à s'écarter, à dépasser les frontières, parce que le local, on l'estime plus loin. Et cette notion-là, déjà à définir en commun, elle n'est pas simple. Et alors, le petit bémol, eh bien, c'est que tout ça, vous avez compris depuis le temps qu'on y est, alors certes, on n'est peut-être pas rapide, mais ça prend du temps. Et je dirais, il faut jouer avec le temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite, et des fois aller aussi vite que les élus le souhaiteraient, qui ont des fois une durée de vie en termes de mandat qui est limitée, et qui ont la faculté pour être intéressés, des fois, à couper simplement un ruban. L'exemple de la plateforme, il y avait beaucoup d'élus qui fondaient l'espoir de pouvoir couper le ruban. Autre question soulevée, c'est la coordination de la demande. Eh bien, on a réussi à présent que juste à faire des petites actions.
pour moi, ça veut dire que c'est compliqué à mettre en œuvre. Alors, j'invente rien, ça a déjà été dit, compliqué, complexe, etc. Mais une des explications, à mon avis, c'est que quand on arrive à ce niveau-là, on est confronté aux stratégies individuelles, que ce soit de la part des collectivités, voire même des fois des élus, mais que ce soit aussi, c'est également le cas pour les centres de vacances, qui sont toutes des structures indépendantes, voire des structures privées. Donc ça veut dire que derrière, c'est compliqué à mettre en œuvre, et il faut bien tenir compte de tout cela. Voilà mon petit témoignage dans notre trajectoire. Vous avez compris qu'on n'est pas arrivé au bout. On aspire à continuer. Merci Jean-Luc pour ce témoignage. Et je passe maintenant la parole à Catherine qui va nous permettre de prendre du recul suite à ce témoignage. Donc on m'a demandé d'essayer de prendre un peu de recul. Alors je ne vais pas non plus apporter de réponse, plutôt essayer de poser d'autres questions pour qu'on puisse ensuite discuter de tout ça suite au témoignage de Valérie et de Jean-Luc. Alors pour prendre un petit peu de recul, juste revenir un petit peu dans un premier temps sur consommer local. Pourquoi aussi pourquoi consommer local? Alors dans un premier temps, ce carré là, sain, goût, lien, sens, c'est un petit peu ce qui ressort quand on va voir des consommateurs individuels. C'est pourquoi est-ce que vous consommez local? Ils y mettent du sain, c'est-à-dire parce que pour eux, c'est des produits aussi qui sont bons pour la santé, qui ont une valeur nutritionnelle plus importante. Ils sont cueillis du matin, ils sont bons pour la santé, qui ont du goût. On retrouve les goûts d'autrefois, on retrouve les goûts qu'on a connus, qui créent du lien parce qu'on rencontre des producteurs, on se rencontre aussi entre consommateurs, et puis qui donnent du sens parce que c'est une manière aussi pour beaucoup de consommateurs de défendre l'agriculture locale, de défendre certains modes de production. Donc quatre grands thèmes qui reviennent très souvent dans le discours des consommateurs et des thèmes qui reviennent aussi dans les motivations plus du coup des collectivités qui sont aussi porteurs de ces démarches-là. Ça peut être des parcs, ça peut être des communautés de communes, ça peut être des différents types de collectivités qui aussi mettent un petit peu des significations dans ce sens-là. Le sain parce que encourager aussi un approvisionnement local des centres de vacances, un approvisionnement local de la restauration collective, c'est aussi, pourquoi pas, peut-être un moyen à un moment donné d'encourager des modes de production durables. Ça peut être des partenariats avec des agriculteurs qui s'engagent dans des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Et puis c'est aussi de pouvoir fournir à tous une alimentation de qualité avec des produits frais. Donc c'est aussi s'engager pour le sain, c'est s'engager pour le goût, parce que c'est aussi une motivation de ces collectivités de favoriser les produits de saison, favoriser les produits locaux, les produits frais, et du coup d'essayer d'améliorer l'offre alimentaire qui est proposée sur ces territoires. C'est aussi une question de lien, parce que c'est aussi créer du lien entre producteurs, entre consommateurs, mais avec les autres acteurs aussi du territoire, et puis améliorer la connaissance, améliorer l'information sur ce que c'est que l'agriculture, ce que c'est que l'alimentation, ce que c'est que les produits de saison. Donc c'est créer du lien et de la connaissance. Et puis bien sûr, créer du sens, ça a été dit aussi dans les témoignages précédents, c'est aussi soutenir l'agriculture locale, soutenir une certaine forme d'agriculture, et puis parfois aussi pour certaines collectivités, maintenir une agriculture dans l'espace périurbain, travailler sur l'aménagement. Donc ça donne du sens dans plusieurs voies, à la fois économiques, à la fois sociales et environnementales, avec les limites qu'on a pu évoquer ce matin. Donc un certain nombre de motivations qui peuvent pousser à motiver cette demande, à la coordonner et en tout cas à faire qu'à un moment donné, offre et demande se rencontrent sur un même territoire. Alors, il me semble que dans ce qui a été dit là, dans les témoignages de Valérie et Jean-Luc, on peut peut-être repérer au moins deux enjeux majeurs derrière cette idée de coordonner la demande, qui sont deux aspects un petit peu différents. Derrière coordonner la demande, ça peut être augmenter les volumes demandés. On l'a vu dans l'exemple sur le Haut-Rhin, c'est ne pas livrer 30 yaourts un jour et puis 50 la semaine suivante, mais c'est essayer de mutualiser la demande pour augmenter les volumes et du coup favoriser aussi pour le producteur des économies d'échelle, au moins dans la livraison. Et un autre type d'enjeu qui peut y avoir derrière cette coordination de la demande, c'est d'organiser la complémentarité des demandes. On l'a vu au travers l'exemple aussi sur la viande, ça peut être valoriser les bas morceaux dans un circuit et puis les hauts morceaux dans un autre. Donc il y a deux enjeux qui sont relativement différents derrière cette coordination et qui peuvent donner lieu à des modes de coordination, des actions à mettre en œuvre qui sont aussi d'ordre différent. Ça semble important de repérer ces enjeux-là. Alors, après, derrière la notion de coordination,
donc, je viens de le dire, pourquoi est-ce qu'on veut se coordonner, mais peut-être qu'il y a aussi une réflexion à mener sur quel degré de coordination est-ce qu'on veut avoir. Et on l'a vu là encore dans les exemples, se coordonner la demande, ça peut tout simplement être à un moment donné, enchaîner les points de livraison, c'est-à-dire qu'effectivement je veux avoir une économie par rapport à mon trajet en tant que producteur que je réalise, simplement coordonner la demande, ça veut dire se mettre d'accord pour être livré le même jour. Et ça, c'est organiser une tournée. Ça peut être un point de livraison, un point de livraison, tout le monde vient chercher au même endroit. Organiser des tournées, on livre tout le monde, mais au moins le même jour et le même produit. Et on fait des économies dans ce sens-là. Ça peut aller plus loin, on peut se coordonner davantage pour essayer de mutualiser les moyens de commande, avoir un outil commun qui permet à un moment donné de commander les volumes et les produits que l'on souhaite. Ça peut être aller encore plus loin, pourquoi pas communiquer collectivement. On l'a vu tout à l'heure ce matin, en fait, des initiatives organisées notamment dans l'Avesnois, de restaurateurs qui se regroupent pour un menu local. Organiser un menu local, c'est aussi à un moment donné communiquer collectivement sur quel est l'intérêt de consommer local et ou d'autres initiatives plus pédagogiques sur qu'est-ce qu'il y a derrière le local et qu'on puisse avoir une communication commune. La coordination de la demande peut avoir cet enjeu-là, cet objectif-là. Ça peut aussi aller encore plus loin sur la négociation des prix. Alors là, on se rend compte que ça pose aussi des problèmes quand on est dans des intermédiaires qui sont pas tous de même nature, quand on travaille avec les grandes surfaces, quand on travaille avec les collectivités qui cherchent à approvisionner la restauration. Valérie l'a évoqué. Négocier les prix, on n'est pas toujours sur les mêmes attentes et sur les mêmes contraintes. Et puis, ça peut aller jusqu'à mutualiser des outils de transformation, mettre en commun des moyens financiers, humains, pourquoi pas, pour transformer les produits. Donc, coordonner la demande, ça peut avoir des objectifs différents et on peut mettre en œuvre des moyens différents. Et ça, c'est important de se poser ces questions-là pour savoir comment faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour coordonner au mieux cette demande. Donc un accompagnement, du coup, comment accompagner ces démarches? Un accompagnement à ajuster en fonction de ça, puis des actions à imaginer en fonction du degré et de l'objectif que l'on donne à cette coordination. Donc, en fonction du degré, en fonction aussi, chose très importante, du contexte local. Jean-Luc l'a bien exprimé, à un moment donné, il y a des moyens qui ont pu être mis en œuvre sur d'autres territoires, mais qui ne sont pas les bons sur notre territoire parce qu'il y a déjà des liens qui sont créés, parce qu'il y a déjà quelque chose qui a émergé et que venir apposer quelque chose de l'extérieur sur des initiatives et des liens qui existent déjà, ça serait au contraire tout démolir, comme le disait Jean-Luc. Donc, en fonction du contexte, essayer d'accompagner au mieux ces démarches. Et puis, construire de façon progressive. Jean-Luc a dit c'est long, mais je crois que c'est long partout. Si on veut faire les choses bien et justement de façon adaptée, c'est peut-être commencer par des petites initiatives et puis avoir dans ce degré de coordination que j'évoquais tout à l'heure, une vision plutôt à long terme. Pas essayer de tout faire d'un coup, mais prendre le temps de se connaître, d'acquérir un langage commun, de vérifier qu'on a bien les mêmes objectifs. C'est ce qui peut être un facteur peut-être de réussite. Donc il me semble qu'il y a peut-être 3 étapes qui peuvent être repérées. Par rapport à des travaux qui ont déjà été menés aussi sur différentes initiatives de coordination de demande et de lien entre offre et demande. Il y a une première étape qui relève plus de la phase un peu d'impulsion de cette coordination de la demande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir des coordinations qui sont interindividuelles, qui ne sont pas très formalisées, qui ne sont pas très codifiées. On l'a vu dans le Vercors, c'est quelques centres de vacances qui se connaissent bien, puis qui se disent, tiens, on peut peut-être commencer à réfléchir les choses ensemble. Donc souvent, ça naît plutôt au niveau local, avec des acteurs qui se connaissent bien et qui connaissent bien le terrain. Au fur et à mesure que les objectifs augmentent et que le degré de coordination augmente, ça appelle à une certaine structuration avec souvent l'intervention d'intermédiaires qui viennent accompagner aussi cette coordination de la demande, de médiateurs. Et là se pose la question plus particulièrement du rôle de chacun dans cette coordination. Qui fait quoi? Qui décide de quoi? Et puis aussi de l'échelle qui est la plus pertinente. À quel moment est-ce qu'on est dans la bonne échelle pour se coordonner? À quel moment, au contraire, est-ce que cette échelle, elle peut être trop importante? Et la notion ensuite de développement, comment est-ce qu'on développe ces initiatives-là et cette coordination, pose vraiment là encore plus fortement la question de l'élargissement de l'échelle et des moyens que l'on se donne, et pose globalement l'enjeu de, comme je le disais à l'instant, c'est-à-dire que se coordonner, c'est par rapport à un objectif, avec certains moyens, et puis avec un langage commun et des objectifs partagés. Et ça c'est important. Le souci étant qu'il ne faut pas non plus avoir une taille qui finalement ne permet plus d'atteindre les objectifs initiaux, qui va venir se heurter peut-être à des objectifs individuels qui n'arrivent plus à se coordonner. Donc d'une initiative parfois locale, partie de quelques acteurs qui se connaissent bien, au fur et à mesure que ça se développe et que cette demande se coordonne de plus en plus, doit se poser la question de l'échelle
échelle pertinente et des acteurs qui doivent être intégrés dans ces démarches-là pour avoir une démarche qui réponde le mieux possible aux acteurs qui sont engagés et qui s'adapte le mieux par rapport au contexte local dans lequel cette démarche prend place. Voilà, quelques petites idées sur lesquelles on peut débattre et discuter.